J'ai beaucoup aimé, Luc, dans ton intervention, ce rappel de cette idée en fait très simple, mais qu'on a beaucoup tendance à oublier que la forme de ce qu'on fait, la manière même dont on dispose des tables, des chaises, un tableau détermine grandement, voire totalement ce qu'on va faire ensuite, ou du moins l'espace dans lequel on se situe. Et du coup, je me disais que même le fait, ça me rappelait que même le fait d'organiser un colloque détermine grandement de quoi on va discuter, de comment on va le discuter, de qui aussi discute. Et je me faisais la remarque que depuis hier, on voit beaucoup d'étudiants dans la salle, ce dont je me félicite. Et en même temps, on vous entend assez peu dans les discussions, ce que je comprends aussi par ailleurs. Et voilà, du coup, si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas, profitez notamment de ce moment de discussion et de questions pour prendre la parole. Voilà. Donc s'il y a des questions, c'est le moment, les étudiants et les autres aussi. Il est derrière toi. Ah oui. Je vais. En t'écoutant, pour avoir des conditions de travail à peu près similaires, c'est-à-dire des ateliers qui peuvent aller jusqu'à 40 personnes, dans des salles où on rentre à 25, contre lesquelles j'ai souvent regimbé, je me dis finalement que ce décalage entre le désir ou le fantasme dont on est porteur nous, quand on arrive pour animer l'atelier, et puis la réalité assez crue dans laquelle on se trouve brusquement poussé, je me dis que finalement peut-être que c'est ça c'est une des choses qui amène ça crée comme une espèce d'appel d'air, ou c'est ça que je sens, moi, une espèce d'appel d'air ou quelque chose qui... Et du coup c'est là-dedans que les étudiants finalement ils écrivent. C'est une espèce de rêverie éveillée qui poursuit ton propos. Voilà, c'est juste ça, c'est cette espèce de... et donc du coup, je suis en train de me demander si je ne vais pas arrêter de lutter pour avoir de bonnes conditions de travail et si je ne vais pas finalement continuer à travailler dans des lieux un peu pourris et avec trop de gens. Et tu viens de changer radicalement, mais vraiment radicalement, ma position par rapport à l'impossibilité d'animer un atelier. Alors, en faisant cette présentation, j'ai beaucoup cherché la salle idéale, puisqu'à un moment je parle un petit peu, vous auriez espéré la salle idéale. Mais évidemment, je ne l'ai pas trouvée. Et puis, parce qu'elle n'existe pas, et puis que ce n'est pas la question, peut-être. Mais je pense par contre qu'il y a des salles impossibles. Celle que j'ai montrée, typiquement la salle informatique qui existe dans toutes les universités, c'est vraiment une salle impossible. C'est-à-dire que sa disposition n'est absolument pas faite pour qu'il y ait la moindre communication entre ceux qui l'occupent. Et puis, je vous dis, c'est pas de la science-fiction, il y a un pupitre, vous avez dû peut-être le pratiquer, il y a un pupitre qui est capable de prendre la commande des écrans de tous les postes. On ne peut pas faire pire, je pense. Donc, heureusement, il y a... Et l'institution n'a pas mis son imagination à concevoir pire longtemps pour faire pire. Oui, on peut toujours, dans le pire, on peut toujours, dans le meilleur aussi, mais... Mélène, là-bas, une question, je crois. Oui, mais peut-être que... d'atelier. Effectivement, moi, je ne sais pas si je parle en mon nom là, mais je sens un besoin fort d'une certaine aide en matière informatique. Et je ne sais pas si dans le cadre de tes ateliers ça peut prendre place. L'année dernière, j'ai vu par exemple quand tu mettais au point l'hypertexte avec nous tous, il y a eu un peu des moments de flottement parce qu'on était nombreux. Et pour arriver à se trouver tous à peu près au même plan, au même moment, enfin réunis, c'était franchement compliqué. Voilà, je me posais la question de ce problème-là
dans l'université face aux écritures numériques et à notre besoin et à ce qu'on en attend tous, évidemment. Oui, tu fais référence à un atelier hypertexte dont on va voir d'ailleurs, on va faire une petite lecture, quelques fragments de lecture ce soir. Mais oui, cet hypertexte, moi, c'est vrai que j'ai fait le choix, on aurait pu aller en salle informatique, c'est vraiment pas le choix que j'ai fait. Donc, au risque, c'est vrai, de passer plus de temps. Mais en même temps, je crois qu'il s'est produit, si on veut rendre justice à ce qui s'est passé, je pense qu'il s'est aussi produit des choses, c'est-à-dire que ceux qui savaient un peu des choses, quand ils avaient vu comment faire une page HTML et comment faire des liens et comment les connecter à d'autres fichiers, que ceux-là ont pu essaimer leurs connaissances et se déplacer et finalement on y est arrivé. Alors, ça ne fait pas de l'atelier un cours d'informatique, c'est sûr, mais je crois que l'idée, enfin c'est comme ça que je pratiquais déjà auparavant, mais en fait, j'imagine pas tellement pratiquer autrement, même si je sais que ça a des limites, mais c'est-à-dire que, oui, évidemment, en écriture numérique, on se heurte à cette difficulté. C'est-à-dire comment faire que la technique ne prenne pas le dessus et en même temps soit une donnée qu'on prend en compte pour réaliser. Oui, parce qu'il n'y a pas nécessairement une phobie de la technique. Non, ouais. C'est une vraie difficulté. Ouais. Mais je pense que pour le coup, là, il faudrait des salles comme... il en existe plutôt d'ailleurs dans les écoles d'art et de design, qui sont des salles équipées d'ordinateurs, mais qui sont des petits satellites ovales ou circulaires ou carrés, mais où il est possible de travailler. Mais bon, voilà ce que je peux dire là-dessus. J'avais une petite question, je n'ai pas tout suivi, mais ça m'intéressait le peu que j'ai entendu sur donc les salles, la forme du cours, les manières justement, je pense qu'après ici à Cergy, après cette question du lieu et finalement de la forme du lieu pour acquérir un cours, comment justement jouer avec dans le sens où même l'amphila dans lequel on est représente, finalement, construire la hiérarchie, et la parole, la direction et l'attention aussi, parce qu'en fait, on a tous des chaises qui ont la même taille, mais ça ne se redéfinit pas par rapport à notre corps, donc on est obligé de subir un peu cette forme. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que quand on est dans un cours d'écriture, on s'assoit, on se met à une table, peut-être pas de manière basique, mais on s'assoit au sol. Et cette attention sur le corps, elle est plutôt dirigée vers l'acte, le geste d'écriture, donc il peut se faire dans ces positions-là assez communes. Mais peut-être qu'aussi on pourrait trouver des moyens, moi je pense par rapport à la danse, du coup avoir une réflexion sensible aussi sur les formes d'attention et comment on produit ces formes-là. Donc peut-être c'est un appel aussi de travail plus sur les formes d'attention et les moyens de travail qui pourraient se redéfinir comme des règles avec lesquelles on peut jouer. Sachant que le commun possible, justement, c'est ces formes-là, parce qu'on travaille c'est des chaises, c'est des tables, c'est des manières très communes, donc c'est notre terrain commun, quoi. Mais j'invite à réflexion sur justement ces formes-là des processus et peut-être invitation, parce qu'après imposer aussi des cadres autres, ça peut faire peut-être violence aussi, parce que cette culture du corps ou cette culture sensible du corps, elle n'est pas forcément tenue. Mais du coup, voilà, c'est plutôt comme. J'ai pensé cette question comme ça. Je sais pas si ça va. C'est bien. Dans mon atelier, il y en a plein qui sont couchés par terre dans un film. Ah, voilà. Non, on parlait typiquement de notre salle d'informatique au 303, 3e étage, donc déjà au bout du couloir, 3e étage, et puis la médiation encore au bout du couloir, encore plus. Elle a été conçue par cette école, mon directeur n'est pas là, donc ça va, comme un panoptique de prison, c'est-à-dire 5 rangées, 4 rangées, on a 15
15 classes. Donc il y a 3 rangées de, je sais plus, 4 rangées de 6 ordi, enfin en tout cas, et le poste du prof contre le mur au fond, avec systématiquement sur l'écran ce que tous les étudiants sont en train de faire. Je ne sais pas qu'ils aient voilà. Donc systématiquement, on a investi un truc comme ça, où il est impossible de travailler en regardant le dos des étudiants. Et donc pour la question numérique, la question est encore plus posée. Alors que précisément, quand on travaille tout le temps avec les ordis, c'est partout dans les coins, grâce à Wi-Fi, etc. Ces questions, elles sont vraiment ouvertes pour ce moment. Et après, on prendra Anne-Marie. Oui, sur votre question, sur, je ne sais pas si je l'ai bien comprise, mais sur, on va dire, d'autres modalités de mise au travail, mais aussi de circulation, d'équilibre du groupe. Je ne sais pas, moi, sur le corps, je ne suis pas danseur, je ne suis pas chorégraphe, et je n'ai pas cette pratique-là. Donc je n'y pense même pas, mais oui, je pense qu'elle pourrait être intéressante, et peut-être qu'elle se fait d'ailleurs. Enfin, j'imagine qu'elle doit pouvoir se faire dans des ateliers d'écriture théâtrale, par exemple. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique. Simplement, ce que je vois, c'est que l'université, comme je le dis, a 3 types de salles, et je pense que si elle accueille les écritures créatives d'une part, mais les écritures créatives numériques aussi, elle doit donner un cadre d'accueil. Voilà. Alors, évidemment, ça paraissait peut-être qu'il y a l'effet de lecture, l'effet d'écriture, et que peut-être ça paraissait comme ça un peu un constat sans appel, mais je crois que c'est pas notre université qui est visée. J'ai été chargé de cours à Paris 8, à Paris 13 et dans d'autres endroits. Et je connais quelques écoles d'art en France et je vois bien que les deux cultures sur ce plan-là sont très différentes. Mais parce que je pense que c'est juste une question culturelle d'alerte, être alerté sur le fait que pour mener telle activité, il faut mieux tel type de configuration de salle. Déjà, ce serait beaucoup. Je vais peut-être ajouter une question sur la salle encore, et puis j'aurai une question aussi pour Nicolas. Mais juste sur la salle, en quoi est-ce que, d'après tes pratiques numériques, il y a quand même dépassement du cadre de la salle dans un atelier numérique? Parce que ce que tu nous as présenté comme dispositif de table, finalement, cette question-là se pose sur les ateliers papier. Oui. Et le numérique, je me souviens de présentation de François Bon, où il y avait le fil Twitter sur l'écran collectif. Bon, c'était peut-être Calendar d'ailleurs. Mais voilà, l'idée finalement, on est en réseau, peut-être un réseau plus large que simplement les participants d'un atelier. Est-ce que tu as essayé ces pratiques-là? Est-ce que ça te paraît bien d'aller penser en fait une spécificité de l'atelier numérique comme étant un atelier qui oblige à aller penser l'interactivité des participants de l'atelier en dehors du cadre de la salle? Tu travailles avec Etherpad par exemple? Oui, mais oui, je travaille avec Etherpad. Etherpad, c'est un logiciel d'écriture qui permet d'écrire à plusieurs en même temps sur le même texte. Et c'est évidemment fort intéressant et assez déstabilisant aussi. Je l'ai peu fait en atelier d'écriture, enfin en atelier d'écriture créative ici à Cergy, mais je l'ai fait dans un autre cours qui est aussi un atelier d'écriture avec des étudiants en médiation culturelle. Mais oui, je pense que c'est cette forme d'interactivité. Alors, j'ai l'impression que ta question, c'est celle de l'interactivité à distance. En fait, c'est celle de la présence à distance, en fait. En dehors des participants de la salle. Alors, il se trouve que pour les ateliers, moi j'interviens donc en licence et en master. Les étudiants, on travaille en présentiel, en fait. Donc, les étudiants viennent, je viens, et voilà, on se rencontre et tout le monde est là a priori. S'il y a des absences qui n'ont pas pu venir, c'est occasionnel. Mais on n'a pas expérimenté
littéraire sur la... alors j'ai compris, mise en récit du monde pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, dans cette espèce de confusion des disciplines qui est en cours en ce moment. Et je me demandais, parce que mise en récit du monde, ça paraît très très positif cette affaire-là, et moi j'entends du côté littéraire pas mal de critiques du storytelling. Est-ce que ça fait écho dans votre approche? Est-ce qu'il y a une idée que finalement il y a une mise en récit du monde, un storytelling un peu marchand, qu'il faudrait peut-être écarter? Oui, sans doute non, c'était pas de mon intention, surtout que je voudrais pas que c'était ce qui nous nourrissait ma réflexion, les terrains que j'avais envie de déblayer pour y voir clair, et ça ne doit pas être pris comme des directives plaquées sur la direction de l'atelier, par exemple. Par contre, oui, je pense que un des enjeux, en tout cas aujourd'hui, sans doute, est de se retrouver par le texte, et ça vaut pour les artistes aussi certainement, dans une forme de discursivité par rapport au monde, pour remettre cette espèce de décalage et de distance entre soi et le monde, et de mettre en phrases et en mots cet élément propre qui est voilà, c'est qu'on travaille tous, qui est le langage. Après, oui, ça c'est un avis personnel, mais je pense qu'en effet il y a un enjeu à retrouver J'entendais ça l'autre jour d'un écrivain belge que j'aime bien, mais qui a eu du succès aussi ici, avec son livre Congo, David Van Rombroek, qui disait c'est très étonnant, moi je crois pas à ce truc encore de chipoter des petits textes qu'on bricole dans des petits coins. Je pense qu'il y a un vrai enjeu politique aussi à se réapproprier la logique du grand récit, de la fresque, même si elle est subjective. Mais moi, comme auteur, je me sens requis par l'idée de reconstruire cette grande fresque pour me réapproprier l'histoire. Et peut-être que je suis assez sensible à ça, on a envie de partager, de donner le goût que chacun se réempare là où il est de sa reconstruction d'une histoire autre que la sienne, mais parfois avec la sienne mélangée, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un avis plus personnel, c'est pas un extra. Oui, la question c'est pour Luc. D'abord, je voulais savoir, je passe de l'espace de la salle à l'espace de la plage. Je me suis posé la question par rapport dans mon atelier d'écriture que j'anime sur le rapport à la rature, parce que j'ai remarqué que ce rapport-là est très différent quand les étudiants travaillent sur ordinateur. Il n'y a pas la rature et c'est très gênant dans cette. On parlait de prise de conscience, enfin Jean-Simon tout à l'heure et Alain également parlaient de cet accompagnement dans la prise de conscience de l'écriture, et je pense que la rature compte beaucoup dans cette prise de conscience. Donc, comment tu gères ça, cette absence de rature? Parce que moi, je t'avoue que ça me pose un vrai problème par rapport aux étudiants qui travaillent sur leur PC. Ben, c'est vrai que la rature, en quelque sorte, est effacée, c'est-à-dire qu'avec le numérique, la page est toujours propre. Et à moins qu'on décide de barrer, puisqu'il y a l'option sur beaucoup de... Mais sinon, pour le coup, c'est aussi un geste d'écriture, mais ça redevient un geste d'écriture, alors que si la rature manuscrite est aussi un geste d'écriture, mais c'est plutôt un repentir. Il y a une sorte... Il me semblait que barrer, j'ai essayé aussi, ça avait un côté artificiel quand même, par rapport à ce que tu barres quand tu écris de façon manuscrite. Le texte de l'ordinateur, c'est aussi le palimpseste de ce qu'on va travailler au-delà et derrière. Presque une rature à l'envers. Alors, le texte de l'ordi, justement, c'est comment on le lance, comment on prend distance pour mettre en avant quelque chose. Oui, et puis j'ai l'impression, c'est pas une théorie, hein, c'est juste, j'essaye de regarder un peu ma pratique, mais aussi celle d'autres. Avec le numérique, on fait des versions, alors qu'avec le papier, effectivement, on a toujours un original qui est barré en plein endroit. Donc, il possède par contre la trace, disons que sur un seul et même support, avec le papier, on a la trace de ces versions, c'est-à-dire on a la généalogie du texte. Et de fait, quand on a une version 6 ou 7 ou 8 ou 25 d'un texte numérique, si on n'a pas accès aux autres, on ne peut pas savoir a priori. Les mettre côte à côte, mais c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Mais de fait, moi j'écris, je crois, numérique depuis, je sais plus,
depuis longtemps. Et alors je me suis... La rature, c'est une question qui m'intéresse, mais parce que j'ai enseigné en design graphique et que du coup c'était aussi une vraie question et d'écriture et de dessin. Il y a juste Sylvie qui attend depuis tout à l'heure. On prend Jérôme et après on clôt ce moment-là parce qu'on est particulièrement... Je voudrais vous remercier tous les deux pour vos interventions. Je voulais... Donc, j'ai deux petites choses. Donc, d'abord, je voulais dire que la question de la place des salles, la face du corps, c'est toujours très idéologique. C'est avant tout idéologique. C'est-à-dire, par exemple, il y a 2 ans, j'ai été invitée à l'école du patrimoine. Comme j'ai travaillé sur la relation, j'ai demandé si je pouvais bouger les tables et on m'a dit qu'on les avait vissées. Juste un mois avant, c'était il y a 2 ans, on a vissé non seulement les tables, mais les sièges. Et je trouve que ce dont vous parlez tous les deux, je trouve de façon assez belle, c'est de comment faire entrer le dehors dans le dedans. Enfin, je l'ai entendu comme ça à chaque fois. C'est-à-dire comment faire qu'on ne fasse pas de l'entre-soi. Je crois que c'est pour moi la plus grande menace à chaque fois dans toutes les matières, c'est-à-dire c'est pas juste du côté de l'écriture ou du côté des arts plastiques, c'est-à-dire que l'entre-soi à chaque fois fabrique une forme d'exclusion de toute forme de relation. Et je crois que c'est par exemple aussi ce qui se passe souvent pour nous, c'est-à-dire, j'aime beaucoup Yves Citon, parce qu'Yves Citon dit qu'il faudrait reprendre certains lieux qui ont été littéralement hypothéqués. Alors vous parliez, madame, des storytelling, et elle disait qu'il faudrait refaire du récit, ou alors des gestes peuvent être aussi du récit. Et c'est peut-être pour ça aussi que des gens comme Didier Ribon ont pu être tellement attaqués, c'est-à-dire qu'on ne voit que... il y a un peu une difficulté, je trouve, dans mon pays entre le grand, vous savez, le truc du père, l'espèce d'énorme chose, et quelque chose qui serait vu comme trop populaire ou trop... qui sent un peu la sueur, je parle avec mes mots d'artiste, mais... et je trouve que les écoles d'art, ou même les universités, enfin pour tout le monde, la question de l'emplacement, de là où on parle, de là où on se situe, ce n'est pas une petite affaire. C'est une affaire qui concerne toute la création et sur laquelle il faut, à mon avis, être extrêmement attentif. Oui, quand je parlais par exemple de cette exposition de Zeman, c'était l'idée d'attitude et de la disposition, qui est pour moi déjà une affaire de morale, voilà, d'éthique, par rapport à soi, aux autres, aux disciplines, et dans quel champ on investit. Et quand je parlais de presse, par exemple, même tout à l'heure, contrairement au storytelling, en effet, il y a des Citon dit ça aussi souvent très bien, ce régime de narration majoritaire, en effet, a tendance de plus en plus à écraser les devenirs minoritaires. Et il y a une question éthique à protéger ces devenirs-là dans les écoles ou dans la société. Et voilà, et en effet, par exemple, Retour à Reims, je trouve qu'il y a un livre qui, dans son adresse aussi, est déjà quelque chose de... Parce que vous parlez Didier Ribon, de l'ordre de la fresque, mais aussi de la répression subjective d'une histoire qui le dépasse. Voilà. Enfin, pardon. Oui, moi, excusez-moi, j'aurais voulu entendre Gilles à propos de ce projet très intéressant à la Cambre, et très ambitieux, et je me demandais si ça aboutirait, enfin, peut-être pas à la première année, mais à la délivrance de diplômes avec une mention spécifique écriture. Ouais. Est-ce que c'est ça le projet à terme? Oui, je suis obligé de le préciser, c'est vrai que c'était vraiment ce qui me travaillait comme question, mais après, de là à remplir tout cet agenda, évidemment, c'est très ambitieux, c'est de l'horizon. Après, il y aura une mise à l'épreuve, on verra bien, mais pour l'instant, non, parce que tout simplement, on a été assez vite, en fait. On a commencé à travailler sur ce projet il y a un peu plus d'1 an, à peine. Et en Belgique, du moins, à obtenir des crédits dans les écoles, enfin, en France, j'imagine que c'est un peu pareil, des crédits pour pouvoir payer, nommer et faire admettre le cursus à part entière comme un master, ça prend vraiment entre 3, 4, 5 ans. Et donc, comme on voulait aller vite et déjà lancer presque de manière expérimentale pour tester les choses, pour justement
l'épreuve du sensible, quoi, de voir comment ça fonctionne, de y aller en formation continue, mais en l'inscrivant de manière organique quand même dans l'école. C'est-à-dire que les étudiants qui sont dans des filières, les autres ateliers, peuvent prendre des cours dans la section des ateliers d'écriture contemporaine en faisant valoir ses crédits, inversement. Mais pour l'instant, c'est de la formation continue, comme on l'appelle chez nous. Mais l'horizon est celui-là, de le transformer en master. Juste un détail, parce qu'à la Corbe, il y a quand même aussi un secteur autour de la performance qui est particulièrement actif. Est-ce qu'il y aura des liens éventuels? J'espère, on va les nouer. L'idée, c'est vraiment oui, c'est ça l'idée d'organicité, quand même, de travailler là-dessus. Avec ce que, comme je pouvais le dire tout à l'heure, peut-être, cette force instituante de l'écrit dans l'école d'art et cette force destituante aussi qui va amener par rapport à d'autres. C'est ce jeu de friction, comme vous le disiez tout à l'heure, entre les pratiques, quoi, de créer quand même de la friction, de la tension, mais de voir comment en effet elle peut aussi s'en sortir une sensibilité partagée et organique, quoi, au sein d'une école.